Mesdames, Messieurs, je commencerai par les remerciements. La journée d'aujourd'hui est marquée par le haut patronage de Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, et de Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche. C'est dire la marque d'intérêt que le gouvernement lui accorde. La journée d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la bienveillance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, protectrice de l'école. Aussi citerai-je avec gratitude, doublement, non seulement à cause de la chaleur de ses propos introductifs à l'instant, mais pour l'intérêt qu'il a pris à notre initiative. Je souhaiterais remercier également Robert Martin, président de l'Académie, leur associé l'équipe qui a facilité l'organisation et l'exécution du déroulé de la journée. Il me faut bien sûr remercier aussi Gabriel Debreuil, chancelier de l'Institut, pour le soutien constant qu'il nous a accordé. Je n'aurais cure d'oublier Michel Pastoureau, qui n'est pas encore là, mais qui m'a assuré qu'il ferait les conclusions de la journée, qui a accepté de présider avec son autorité paisible le comité scientifique et de conclure les travaux de la présente journée. J'exprime enfin ma chaleureuse reconnaissance aux 7 personnalités qui ont accepté de se plier au cahier des charges qui leur a été fixé et de consacrer du temps à notre réflexion collective. Je commencerai par circonscrire le contexte dans lequel s'organise notre journée. Le contexte justifie en effet l'initiative que nous avons prise. Il s'analyse sous 4 points de vue: l'évolution de la situation immobilière de l'école, le renouvellement des enseignements, le paysage institutionnel de l'université, l'initiative historiographique que nous avons prise. L'évolution de la situation immobilière. La décision mise en forme il y a 15 ans, puis actée voici bientôt 10 ans, d'installer l'École des Chartes dans un bâtiment plus vaste que celui qu'elle occupe à la Sorbonne depuis la fin du XIXe siècle, s'est concrétisée par l'exécution avec succès de la première phase du chantier. Le 9 octobre dernier, le président de la République a fait l'honneur à l'école d'inaugurer la nouvelle construction du 65 rue de Richelieu. Il a salué en ces termes la mission de service public de l'établissement au carrefour du patrimoine national, de l'identité collective et de la science. Cette grande école, a-t-il écrit, gardienne du patrimoine le plus précieux de notre nation, est le symbole de la construction de la France. À la fin de l'année 2016, l'école transportera sa bibliothèque, encore actuellement en Sorbonne, dans un petit bâtiment du quadrilatère Richelieu, aux 12 rue des Petits Champs. Elle y profitera d'un très beau décor, au plafond du dernier niveau, des rayonnages en bois conçus par Henri Labrouste, ainsi que des peintures et des lambris de la Rotonde, à l'origine affectée à la célébration de la mémoire de Voltaire. Avant la fin de l'année 2020, une 3e tranche de travaux aura été conduite à son terme avec la mise à disposition des constructions d'établissements publics Campus Condorcet, première phase à Aubervilliers. Dans les bâtiments qui seront affectés à l'école, on installera les activités de recherche, c'est-à-dire les doctorants et l'équipe du centre Jean Mabillon. Le comité des travaux historiques et scientifiques, institut placé sous la tutelle de l'école, aura vocation lui aussi à s'installer s'il reçoit les moyens matériels qui lui permettront de quitter l'installation vétuste qu'il occupe actuellement à Vanves. En deuxième composante du contexte qui justifie notre journée d'aujourd'hui, évoquons le renouvellement des enseignements. Un diplôme de master a été créé en 2006, en parallèle à la formation des élèves fonctionnaires. Sous le titre « Technologie numérique appliquée à l'histoire », il forme de futurs chercheurs et gestionnaires de sources documentaires, aux nouvelles manières d'exploiter les archives, les livres, les images, etc., et plus généralement les artefacts que la révolution numérique produit désormais. Internationalement reconnu, selon Rachel Kirakosian, professeure à Harvard et ancienne étudiante à l'école, ce titre remporte en France un réel succès et place l'école en tête de ce secteur de pointe. Pour la scolarité des élèves fonctionnaires, diverses réformes ont été mises en œuvre ces dernières années, en particulier la définition de longues périodes de stage en France et à l'étranger
dans le but de placer les futurs conservateurs en contact avec les patrimoines dans toute leur diversité, avec les décideurs et avec les publics. Parallèlement, l'offre d'enseignement s'est adaptée au contexte de la recherche et de la conservation. Aux côtés des fondamentaux sont venus s'adjoindre de nouvelles chaires, l'archéologie, l'histoire du droit de l'époque contemporaine. D'autres se sont adaptés aux évolutions, telle la chaire d'histoire de l'art du Moyen-Âge, chaire de fondation, puisqu'elle remonte à la réforme de 1846, à laquelle se sont accolées en 1991 une chaire d'histoire de l'art de l'époque moderne et une autre de l'histoire de l'art de l'époque contemporaine, ou encore celle d'histoire des industries culturelles et des médias. La troisième composante du contexte résulte des évolutions qu'ont impliquées les lois Pécresse 2007 et Fioraso 2013. Elles ont incité, entre autres, à l'autonomie et au décloisonnement. Certes, l'école, qui avait raté le train des premières réformes, n'a pas encore pu passer à l'autonomie, ce que l'on appelle les responsabilités et compétences élargies, mais elle s'est engagée avec détermination dans les entreprises de décloisonnement institutionnel et scientifique. La voici aujourd'hui membre fondateur de l'établissement public Campus Condorcet, dont les premiers bâtiments vont bientôt se construire à Aubervilliers. Sa présence y sera modeste, mais elle y retrouvera notamment l'école pratique des hautes études, l'école des hautes études en sciences sociales, les universités de Paris 1, Paris 8 et Paris 13. Depuis peu, après diverses vicissitudes, elle s'est engagée avec résolution dans la communauté d'universités et d'établissements Paris Sciences et Lettres, et ce, en compagnie de l'École pratique des hautes études, de l'EHESS et de l'EFEO. Elle y retrouve notamment l'École normale supérieure, ainsi que les grandes écoles d'enseignement artistique du ministère de la Culture et, dans la fondation qui lui est adossée, le Collège de France. Après le contexte, les enjeux. Le contexte justifie l'entreprise que l'école a conduite en organisant avec l'Académie la journée d'aujourd'hui, mais pas à lui seul. Si on veut bien admettre qu'au cœur de la personnalité de l'école se trouve le concept de source, et avec lui le paradigme suivant, source à constituer, à analyser, à mettre à la disposition du public, on reconnaîtra que la situation actuelle se caractérise par la nécessité de prendre en compte plusieurs enjeux. Les uns tiennent à la permanence du patrimoine. Qu'on le veuille ou non, une grande partie du travail du chartiste, dans quelques branches de la conservation qu'il intervienne, archives, bibliothèques, musées, monuments historiques, archéologie, inventaire, s'effectue dans un champ constitué en bonne partie des legs de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la modernité. La mission de service public qui constitue le corps de métier du conservateur suppose un haut degré de technicité qu'il n'est possible d'atteindre que s'il s'implante sur un dense substratum de culture générale. N'entrons pas dans les controverses plus ou moins justifiées sur la question de savoir si la culture générale résulte, comme l'ont énoncé les suiveurs de Pierre Bourdieu, d'une marque de distinction qu'on ne trouverait que dans les classes supérieures, et si la démocratisation du recrutement ne devrait pas impliquer d'abandonner cette exigence de culture générale. Admettons tout de même que si l'école, le collège et le lycée ne produisent plus d'excellents techniciens de la langue et de la littérature française, de latinistes capables de lire de façon cursive les textes, comme on le fait en Italie, dans les pays anglo-saxons et dans l'Europe germanique, il deviendra très difficile de parvenir à ce haut niveau de technicité. Dans aucun domaine des humanités, littéraires, scientifiques, artistiques ou techniques, il n'est possible d'apprendre en même temps les rudiments et le perfectionnement. Tel est donc l'un des problèmes auxquels l'école est confrontée. Comment garantir un niveau de recrutement qui corresponde aux caractéristiques du patrimoine que les professionnels qu'elle forme devront étudier, conserver et mettre en valeur. Mais il importe aussi, vu la crise qui affecte dans notre société la transmission des héritages, que les professionnels du patrimoine aillent au-devant des publics et suscitent une demande sociale renouvelée. Sinon, les enjeux éducatifs et patrimoniaux auront peu de chances d'être appréciés favorablement par les politiques publiques. La dégradation des moyens financiers mis en œuvre par l'État et les collectivités au profit du recrutement et des actions de sauvegarde et de mise en valeur ne plaide pas en faveur d'un panorama optimiste. Les médias, frileux sur ce sujet depuis plusieurs années, sont, à l'exception de quelques journalistes,
très largement en deçà de la partie qu'il pourrait tenir. Les professionnels du patrimoine ont le devoir de susciter l'intérêt de l'opinion. Si donc une série d'enjeux tient à la permanence du patrimoine, d'autres découlent des évolutions et transformations de celui-ci. La mémoire de demain, qu'il s'agisse de textes, d'images fixes ou animées et de sons, sont inscrites désormais sur des supports dématérialisés. Il s'agit autant d'archives de l'État et des collectivités publiques que de celles de la pensée individuelle et collective en train de se faire. Cette mémoire de demain est menacée simultanément de deux mots plus ou moins contradictoires. D'un côté, on ne doit pas se dissimuler, en dépit des extraordinaires avancées techniques des dernières années, le caractère extrêmement fragile, labile, éphémère de leur support et de leur contenu. On peut certes supposer qu'au niveau d'un État ou d'une banque, on garantira la survie au long terme des données fiscales et financières d'un groupe social. Il est probable, en revanche, que la question sera plus difficile au niveau des simples particuliers. Pour prendre un exemple, chaque famille française, ou presque, possède des archives photographiques qui remontent à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Qu'adviendra-t-il de ces masses de photographies numériques que d'ailleurs la plupart de nos concitoyens ont du mal à classer chez eux lorsque l'obsolescence des logiciels les aura rendus illisibles? De l'autre côté, les possibilités infinies de la mémoire artificielle font courir le risque d'étouffer l'intelligence en submergeant celle-ci d'une masse non maîtrisable d'informations proliférantes. Comment l'utilisateur de demain, l'historien à venir, pourra-t-il se repérer dans un maquis de données encore plus dense que celui des archives papier que les structures administratives produisent encore? S'il veut conserver dans ce dédale son rôle de mystagogue auprès des utilisateurs, que devra faire l'archiviste de demain? Si le préfixe « cyber » vise à ce qui a trait à la révolution numérique, tout en tirant son origine de ce qui désigne en grec le gouvernail, il faudra bien que le cyberarchiviste troque la barre antique du répertoire d'archives pour un nouveau type de produit de médiatisation qui reste largement à inventer. Jamais la science de l'indexation n'aura autant été requise. Contexte en jeu, un bilan en forme d'arrêt sur image. Ce sera mon dernier point. Vu le contexte et les enjeux précédemment décrits, la précédente journée s'est fixée pour objectif de faire le point, ou plutôt de marquer une sorte d'arrêt sur image sur ces deux missions fondamentales: apprendre à concevoir des outils de travail appropriés au travail des chercheurs et produire de l'historiographie. Cette réflexion intervient au moment où l'école publie un nouvel ouvrage sur son passé et sur son œuvre, L'école des chartes et sa grande guerre. De cet ouvrage, je dirai quelques mots. L'un des arguments premiers tenait en ce qu'il fallait, dans le contexte de commémoration de la Première Guerre mondiale, souligner l'engagement civique des chartistes. Producteurs d'histoire, ils ont voulu participer à celle des temps présents. Ils l'ont fait avec une générosité héroïque, l'équivalent de 4 promotions a disparu dans la tourmente. Un deuxième fil conducteur tenait en l'évolution de la pensée historiographique de l'école. Contrairement à une idée reçue, les chartistes ne se sont pas immédiatement précipités vers la pensée positiviste. Les premiers temps ont été marqués par une conception romantique du savoir. Il n'est pas indifférent que Baudelaire et Poulet-Malassis se soient trouvés quelque temps inscrits parmi les élèves de l'école. C'est sans doute là qu'on a imaginé le concept de fleur du mal. Le concept est resté, d'ailleurs. Ce fait confirme que le Moyen-Âge, ses langues et ses monuments n'était pas l'apanage exclusif des spécialistes, mais qu'il nourrissait la pensée des futurs créateurs. Plus tard, Marcel Duchamp et André Lurçat firent également un tour par l'école. On constate aussi l'originalité de la génération 1848. Elle est marquée par le goût des idées générales et des sciences politiques. Ce furent probablement Jules Quicherat et quelques autres, comme Arthur Giry et Julien Havet, qui orientèrent l'enseignement vers un objectif de méthode critique et d'analyse des sources. En fondant en 1876 la revue historique, Gabriel Monod offrit aux chartistes, qui rallièrent comme lui la cause de Dreyfus et de la Ligue des droits de l'homme, le pain et le sel qui leur permettraient de marquer durablement le discours historiographique. Le troisième fil conducteur concernait dans l'ouvrage l'évolution des méthodes pédagogiques. Fondées sur la pratique, elles étaient foncièrement novatrices. Elles ne pouvaient que servir de modèle
à ce qui se ferait ultérieurement dans l'université. Sur la base de ce constat, on pouvait interroger la période récente pour tenter ce bilan en forme d'arrêt sur image dont il a été question plus haut. Les évolutions de l'école se situent évidemment dans le contexte de l'historiographie internationale. Quitte à me tromper, je le résumerai ainsi. La période où l'historien voulait maîtriser à soi seul un projet d'histoire globale est close à ce jour. La multiplication des sources, vestiges archéologiques, archives, livres, images, fixes ou animées, œuvres de l'art et de l'esprit, numériques, oriente le chercheur actuel vers des recherches monothématiques de plus en plus diversifiées et choisies de façon qu'elles portent une valeur de globalité. Parmi les travaux récents, je citerai volontiers l'ouvrage de Daniel Roche, « Connaissances et passions, histoire de la culture équestre », qui me paraît un parfait exemple de nos propos. Si les points de vue changent, il en va de même des méthodes d'exploitation. Je n'irai pas jusqu'à dire que le numérique révolutionne le travail historien, mais il est clair qu'il le facilite de façon inusitée par l'accès qu'il offre à des dictionnaires virtuels de données et par des méthodes de recherche spectaculaires telles que le permet l'indexation plein texte. En même temps, le numérique nécessite une vigilance accrue. Les données de seconde main fournies par Internet impliquent d'autant plus d'acribie qu'elles sont d'un accès facile. De la rigueur aussi dans la fabrication des index. Enfin, comme le souligne inlassablement Michel Serres, la mémoire artificielle rend inutile l'hypermnésie humaine. Le chercheur, le rassembleur d'informations, se voit conduit au devoir d'intelligence dans le croisement des données et de l'imagination des hypothèses. C'est sur ce constat que se fonde la présente journée. Comment doivent évoluer les interrogations de l'historien ? L'école, chargée de former les conservateurs, exerce aussi un rôle important dans la fabrication du discours historique, non seulement par le travail qu'elle fournit sur les conditions d'accès aux sources, mais par ses propres intuitions historiennes, citons entre autres l'histoire du livre, l'archéologie matérielle, l'histoire de l'art, des institutions et du droit, et par son active participation aux grandes aventures historiographiques qui se sont succédé depuis l'époque romantique, le positivisme et les sciences sociales, en attendant celles qui seront les plus belles, puisqu'elles ne sont pas encore intervenues. Merci.